Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute! Bien, on va commencer. Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui pour cette rencontre avec Anne Enright. Anne Enright, vous êtes une autrice majeure de la littérature irlandaise contemporaine, une des voix majeures de la littérature irlandaise contemporaine. Vous avez écrit aujourd'hui, il me semble, 7 romans qui sont publiés en France chez Actes Sud. J'aimerais peut-être, avant toute chose, que vous nous présentiez, peut-être pour les gens dans le public qui n'ont pas lu le livre, donc que vous nous le présentiez un petit peu, éventuellement que vous nous expliquiez sa genèse, comment est-ce que ce projet est né chez vous, dans votre tête, puis après sous votre plume, quoi. This is a book that keeps escaping me, actually, the more I try to describe it. C'est un livre qui m'échappe de plus en plus à mesure que j'essaie de l'expliquer. So it's a book written by a daughter about her mother, who is a star. Now, all mothers are stars. We know that. So this daughter is unique, or nearly unique, in that the world agrees with her view of her mother, that the mother is the most glamorous creature possible. It begins as a story about a mother, and of course, because memoirs always end with the memoirist hating its subject, it turns into a book about the daughter herself, as the narrative is handed. You know, she takes the book over herself as the mother goes mad. Alors c'est un livre qui traite de la question d'une question de filiation. C'est l'histoire des rapports entre une fille et sa mère étant une très grande star. Même si bien sûr toutes les mamans sont des stars, mais cette fille-là est un petit peu unique et il faut savoir que le monde globalement est d'accord avec sa vision, que sa mère est absolument magnifique, c'est la créature la plus glamour sur Terre. Donc effectivement, on part l'histoire de cette mère, mais bon. Comme toute écriture de mémoire, plus on essaie de saisir son sujet, plus il nous échappe, et au fur et à mesure, ce livre devient plutôt raconte plutôt l'histoire de la fille elle-même. Elle se saisit de l'histoire à mesure que sa mère devient folle. So it is a book about possession. C'est un livre sur la possession. Alors, si je dis pas de bêtises, dans un article du Guardian, vous avez établi 10 règles d'écriture dans le domaine de la fiction. Et il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention, c'est la 5e. Vous dites « Écrivez comme vous le désirez. La fiction est faite de mots déposés sur une page. La réalité est faite d'un tout autre matériau. Ça n'a aucune importance que votre histoire soit vraie ou complètement inventée. Ce qui importe, c'est sa nécessité. » Alors, dans quelle mesure l'écriture d'actrice était pour vous une nécessité, Anne Enright? So it is an emotional necessity. It is also an aesthetic necessity. I am extremely distrusting of writers who claim to write the truth, because I don't know how they know that. Or I don't know how the truth belongs to them to say. I think there is, at the very point of writing, there is a case to be made that you kill the subject by describing it. So these truth tellers are, kind of moral murderers, as far as I'm concerned. I need the text to keep moving and not to be. These big claims should not be made about what we say. Is that too complicated? No, it's not. No. Seems clear to me. There's complicated stuff behind all that, so sort of, I suppose, philosophically, but that's what I think. Alors pour moi, c'est une nécessité émotionnelle avant tout, esthétique aussi. Moi, je suis extrêmement
suspicieuse des écrivains qui déclarent écrire la vérité, parce que je ne sais pas comment ils peuvent le savoir, une chose pareille. Alors, bon... Il souhaite dire la vérité, et pourtant on sait bien que plus on essaie de toucher la vérité en écrivant, et plus elle nous échappe, et ça tue presque notre sujet à mesure qu'on essaie de le décrire. Donc pour moi, ces donneurs de leçons et ces détenteurs de vérité sont pour moi des tueurs de la morale. Selon moi, le texte ne fait que d'évoluer et d'avancer à mesure qu'on l'écrit. Mais bon, peut-être là, je touche à un sujet un peu compliqué. En tout cas, il y a des choses compliquées derrière tout ça, et peut-être aussi une petite touche philosophique. For me, the truth lies in contradictions. So if you can catch a contradiction, that's as close as you can come. Donc pour moi, en fait, la vérité se trouve dans la contradiction. Donc si on arrive à toucher la contradiction, peut-être alors, à ce moment-là, on s'approche de la vérité. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je voudrais parler de l'incipit de ce livre, les 3 premières pages qui sont absolument brillantes. Vous commencez à décrire, enfin la narratrice commence à décrire sa mère, donc sa mère qui s'appelle Catherine Odell, et elle dit au sujet de sa mère, à la suite d'une longue description, « Il me semble bien avoir mentionné que ma mère était une star, pas seulement sur grand écran ou sur scène. À la table du petit déjeuner aussi, Catherine Odell, ma mère, était une star. » Qu'est-ce que c'est selon vous une star, Anne Enright, et comment est-ce que c'est que de vivre peut-être pour la narratrice dans l'ombre d'une star? Alors, it's a question of performance in life and in art. So, Catherine Odell performs in her own kitchen. She's one of those people. So you can distrust that. You can say this is fraudulent or fake. And often we do find performance fake. But actually, it makes her more lovely to her daughter because she sees... So it sort of enhances her rather than reduces her, this performing thing. Of course, it drives her mad in the long run. Yeah. Alors pour moi, c'est une question de performance, de mise en scène, que ce soit dans la vie ou dans l'art. Catherine est toujours en train de jouer la comédie, même dans sa cuisine. Alors on peut être suspicieux de ça, et puis on peut aussi se demander du coup si elle ne serait pas totalement fausse. Mais en fait, cette manière d'agir qu'elle a la rend d'autant plus merveilleuse. En fait, ça l'améliore plutôt que ça ne l'amoindrit. So something about it is something about her gaze as a daughter is how we look at a piece of art or a mask or something that is an aesthetic object. So rather than a living human being. So these different characters she plays are very interesting to her daughter. They're very enthralling. They're very amazing and lovely. Not terrible, lovely. But of course, you can understand how such a thing might turn terrible very easily. Le regard de la fille posé sur sa mère, alors de temps à autre, elle la regarde comme une œuvre d'art, comme un masque, en tout cas comme un objet esthétique plus que comme un être humain. Et les différents personnages joués par la mère sont vraiment très intéressants pour sa fille. Elle trouve ça absolument magnifique et extrêmement inspirant et intéressant, même si on peut aisément comprendre comment tout cela peut revêtir un aspect bien plus terrible. But I think what saves the relationship is that the sweetness at the center between these two women, that Nora, who's the daughter, knows that she's loved. So, you know, it's not a question of whether she loves her mother or not. She doesn't have the choice. Children have no choice in this. But the key thing for her is that she knows and experiences and somehow can possess, I suppose, the love her mother has for her. It's never in doubt.
Mais ce qui sauve leur relation, c'est la douceur qu'il y a entre les deux. Nora, la fille, sait très bien qu'elle est aimée de sa mère et elle-même ne se pose pas la question de savoir si elle aime sa mère ou pas. Elle l'aime. Point barre, ce n'est pas un choix que font les enfants, mais l'élément clé, ce qu'elle sait, ce qu'elle vit elle-même, c'est l'amour de sa mère. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Alors, sa mère, justement, on va parler un petit peu de sa naissance, comment sa mère est née vraiment dans le sens strict du terme. Il se trouve que sa mère est née, enfin donc sa grand-mère a accouché de sa mère sur le perron, sur un perron, et en fait, Catherine Odell est tombée dans les escaliers au moment même où un parterre il y avait déjà un public au moment de la naissance de Catherine Odell. Et à ce moment-là, son grand-père était en train de se donner en spectacle au moment d'une pièce de théâtre. Est-ce que d'une certaine manière, Catherine Odell, si elle avait pu choisir sa naissance, c'est exactement de cette manière qu'elle aurait choisi de naître? That's a lovely question. How would you choose to be born? That wonderful amnesia that mothers have. If my child asked me how was I born, I said, well, I forget. I think I asked my mother what time I was born once, and she said, I had other things on my mind. Yeah, good question. Well, she came out with energy. Il n'y a peut-être pas de réponse. C'est une super question. Si c'est difficile d'y répondre, comment on peut choisir sa naissance? En plus, on est tous touchés par une superbe amnésie sur cette question. Moi-même, j'ai déjà demandé à poser cette question à ma mère qui me dit j'avais tellement d'autres choses à l'esprit. Je sais plus trop. En tout cas, si on est avec énergie, ça c'est sûr. Mais but when I started writing that birth scene, I knew it had to be magical in some way. That the stars would have to be aligned. That something would have to make it epic, you know. And all births are epic. There's no boring. It's the one thing that isn't boring ever, right? It's just never boring. But somehow, with the stairs and the way that she was caught, I wanted to make it theatrical, dramatic. There were children at the bottom of the open door, looking up. I don't know. I could tell some stories, but maybe I won't. A teacher of my daughter's was... No, I'm not going to tell that story. But birth stories can be good, no? They can be good, if they happen out of the usual place, yeah. Alors, ce que je savais, en tout cas, au moment d'écrire cette scène de la naissance, c'est que je voulais qu'elle soit un peu magique, qu'il y ait un alignement des étoiles et des planètes. Je voulais quelque chose de très épique, même si toutes les naissances sont épiques. C'est jamais ennuyeux une naissance, mais alors effectivement, donc quelque part, il y a ces marches, la manière dont elle est rattrapée. Moi, je voulais vraiment rendre ça très théâtral. Il y a des enfants en bas des marches qui regardent tout ça. Enfin bon, je sais pas, je pourrais vous raconter une histoire, mais bon, je vais pas vous raconter, enfin, je vais pas parler de ça, mais en tout cas, c'est vrai que les histoires de naissance peuvent être, sont toujours passionnantes, et d'autant plus quand elles se passent dans un endroit où on n'a pas l'habitude qu'elles aient lieu. Effectivement. L'un des grands thèmes aussi du livre, c'est forcément celui de l'identité. Catherine Odell est anglaise, techniquement. Mais elle se déclare, elle se proclame d'une certaine manière irlandaise. Alors, à cette époque, qu'est-ce que ça veut dire d'être irlandaise plutôt qu'anglaise? So, Catherine Odell is a construction. She made herself. She made her own idea of herself. She chose to be Irish because that was more fun. It was more lyrical. It was more romantic. It was more poetic. And being English was not interesting to her. So she went for the interesting option and became Irish. And this mirrors the life of a very important Irish actor called Micheál Mac Liammóir, who actually learned Irish and had beautiful Irish Gaelic.
who grew up in a small suburb of London. And just became Irish because, of course, you become Irish if you're artistic. I mean, why not? It's the place to be. But actually, her agent made her Irish. In America, she was Odell, which is a very simple name. It's from Yorkshire. It's an English name, and they misprinted it in the newspaper as Odell, which is an Irish version. And her agent just went, "Okay," and dyed her hair red. And that was it. So the red-headed Irish woman is a Hollywood idea, and those red-headed Irish actresses were supposed to be un peu sauvage, you know, a little, you know. They slap. There was a lot of hitting. They got hit a lot. In The Quiet Man, John Wayne hits Maureen O'Sullivan. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara was also known for slapping other people on set. She was supposed to be fiery and interesting and Irish, and she was just quite a nice middle class girl from Rathmines, Maureen O'Hara. But anyway. Alors Catherine Odell est une construction. Elle s'est créée elle-même. Elle a choisi d'être irlandaise, que selon elle c'était plus marrant, c'était plus lyrique, plus romantique, plus poétique, alors qu'être anglaise c'était pas du tout intéressant. Donc elle a choisi l'option la plus intéressante à ses yeux. Et c'est d'ailleurs aussi le cas d'un acteur irlandais. Micheál MacLiamore. Qui lui aussi avait grandi donc dans une banlieue de Londres et s'était autoproclamé ensuite irlandais. Et pourquoi pas, c'est tellement artistique comme démarche. Et même d'ailleurs l'agent de Catherine Odell l'a rendue aussi irlandaise, parce que quand elle était à New York, il y a eu une coquille dans un article de journal, et ils avaient écrit normalement Odell, ça s'écrivait en un seul mot, et dans l'article il avait écrit O' d'elle, et elle s'est dit mais tout à fait, c'est ça qu'il faut faire, il faut la rendre irlandaise, on va lui teindre les cheveux en roux. Et il y avait d'ailleurs cette idée un peu romanticisée à Hollywood de l'actrice irlandaise un peu sauvage, toujours un peu faux folle sur scène, une actrice comme Maureen O'Hara par exemple, qui était connue pour être quelqu'un d'extrêmement extravagant et très vivante. But the idea also is there that nationality can be constructed too. That Catherine Odell came from a time before ideas of Irishness became fixed, when they were still in being constructed, which they were by the poets and playwrights of the time. Et puis, de toute façon, la question de nationalité, c'est aussi une construction. Et à l'époque où vit Catherine Odell, on est quand même avant que les idées sur qu'est-ce qu'être irlandais soient absolument délimitées et fixées. Donc là aussi, on est dans cette question de qu'est-ce que c'est qu'être irlandais. Ça s'est construit aussi au fur et à mesure à travers les poètes, les écrivains en Irlande. Il y a peut-être une dimension aussi plus politique dans le fait d'être irlandaise, parce que Catherine Odell notamment annonce soutenir l'IRA, et notamment à un moment donné il est question d'un attentat à la bombe, et elle utilise le mot oui, nous, pour décrire, pour faire allusion à cet événement. Est-ce qu'il y a une dimension politique aussi pour Catherine Odell d'être irlandaise plutôt qu'anglaise? So I was very interested in the place where fiction meets reality. So you have or where fantasy meets reality. So you have an idea of an ideological fantasy, or an aesthetic fantasy, or act of the imagination, and then it becomes real when, in this case, when a bomb goes off in Dublin that Nora, the daughter, is nearly involved with or hears. But, you know, every night we see on our screens actors and actresses, male and female actors, in violent and rapine situations. That is the stuff of our popular fiction and some of our better fictions as well. It's constantly preying on our
our fantasy lives. So where does the story become real? And it becomes real, as we saw in the Me Too movement, in with the bodies of other people. So that's where it becomes real, and that's where the fantasy of the sexy starlet or the available starlet or the starlet who is in various stories that make her seem available on or off screen becomes real, and the rights of and the fiction is undone by that urgent act of subjectivity. So the same could be said of fantasies about nationalism or political power. When it happens in the bodies of others, that's when you have to stop talking and start thinking properly instead. Alors c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est le moment et l'endroit où la fiction rejoint la réalité, où le fantasme ou la rêverie rejoint la réalité, que ce soit un fantasme idéologique, un fantasme esthétique. Et effectivement, donc il y a cet attentat à la bombe à Dublin où effectivement elle est plus ou moins dans lequel elle est plus ou moins impliquée. Mais c'est comme de voir les acteurs et les actrices à l'écran. La violence est aussi une bonne nourriture pour la fiction. Mais une fois que cette histoire devient réalité, c'est vraiment l'endroit où tout bascule. Et on l'a vu d'ailleurs avec le mouvement aussi MeToo. On a toujours cette idée, cette vision un peu idéalisée de gens extrêmement glamour et extrêmement sexy. On a les starlettes à l'écran, mais l'envers du décor, c'est que leur corps en tant qu'être humain réel peut aussi être touché. Et c'est là que tout l'aspect fictionnel et irréel se défait finalement. Et c'est un peu la même chose avec le nationalisme. C'est qu'une fois qu'il arrive dans le corps des autres, c'est le moment où ça nous fait réfléchir autrement aux choses. Alors justement aussi dans ce mélange entre fiction et réalité, je voulais vous poser la question, actrice, c'est aussi au-delà des nombreuses thématiques dont il est question, c'est aussi une rétrospective de la vie de Catherine Odell. Et vous mélangez vraiment très habilement les les références littéraires, cinématographiques, artistiques, politiques. Mais vous les mélangez avec des choses que vous inventez. Vous inventez des pièces de théâtre, vous inventez des films. Comment est-ce que vous travaillez cette construction d'un personnage en mêlant réalité et objets culturels inventés? Comment est-ce qu'on travaille ça? So did I make them up? There's a mixture of both. Mixture of both. From real ones. Yeah, the only rule I followed was one of pleasure. So if I thought it was funny in a very particular way, I would write it down. So reality, when it becomes dated, becomes funny. So the plays of 1953 are funny to us now. And I'm interested in what makes them seem retro and old-fashioned and just that little bit wrong, and what those ideas were. So I made some of them up. I'm very interested in what female actors had to do. A lot of the time they have to walk around in underwear. I mean, they're shift in a and that's one figure. If you look at the Abbey stage, the women on the Abbey stage for a long time went around in their petticoats. There's always a scene at night in bed or whatever, they'd be always wearing a petticoat. Actually, forget that. But you know, you'd be the wardrobe mistress didn't have a very busy life because all she needed were these nighties, you know. And actually there were riots in 1908 in Ireland because a woman was on stage in her nightgown. So it's an interesting thing to do. But I'm losing my thread here. So these things that they're asked to do is really quite interesting. So I acted for about 2 minutes in my life, and I got offered a role as a maid,
And I just didn't have the face for a girlfriend. I knew I was never going to be a girlfriend. I would be the maid, and then when I was older, I'd be the mad woman, you know. So I thought, I looked at this career and thought there wasn't enough flexibility there for me. But you look at the little types, and you look at your face, and you think, how would I fit in there? And it would always be stupid. In a tiny little way, stupid. And so I was interested in what makes those plays interesting, but a tiny bit stupid. Alors, la règle numéro 1, pour moi, c'est le plaisir, c'est de rendre aussi les choses marrantes, et puis aussi la réalité, à mesure qu'elle vieillit, devient marrante. Par exemple, une pièce de 1953 nous apparaît assez étrangement marrante de nos jours. Donc effectivement, il y a ce côté rétrospective. Il y a aussi ce côté un peu daté et passé de mode. Donc j'en ai inventé bien sûr certaines, mais ce qui m'intéressait, c'était aussi de savoir ce qu'on demandait aux actrices de faire. Et par exemple, pour certaines, elles n'avaient juste qu'à traverser la scène dans leur tenue de nuit, en jupon, etc. Bon, bref, on va pas trop rentrer là-dedans. Il y a eu, en tout cas en 1908, il y a eu des révoltes des femmes. Il y a eu une révolte en Irlande parce que les femmes devaient se promener sur scène comme ça en tenue de nuit. Enfin bon, bref, je suis en train de perdre. C'est trop compliqué. Donc, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était ce qu'on demandait aux actrices de faire. Et moi-même, j'ai déjà joué, alors un tout petit rôle de 2 minutes. J'étais une servante. Hein. Je savais bien qu'avec ma physionomie, etc., on me demanderait pas d'être la petite amie, l'amoureuse. Et je me suis toujours dit aussi qu'en vieillissant, en fait, je serais bonne pour un rôle de folle. Bon, enfin, en tout cas, il n'y avait pas tant de possibilités en ce qui me concerne. Et il y a effectivement, ce qui est intéressant, c'est de regarder tous les stéréotypes, tous les archétypes de personnages de théâtre et de les attribuer en fonction de la physionomie et du visage. Donc voilà, je trouve que ces pièces sont vraiment très intéressantes, mais aussi un peu idiotes d'une certaine façon. Alors, je voulais aborder aussi d'autres contraintes liées à l'écriture de ce texte. La narratrice est irlandaise, comme vous. C'est une autrice, comme vous, mais elle est plus âgée. Elle est plus âgée que vous. Elle est née, elle est née avant vous. Pierre Lemaître, lors d'une rencontre à la librairie, disait qu'il était toujours difficile de faire parler des personnages des personnages qui sont nés avant vous, parce que le risque est qu'ils aient l'air plus malins que nous, plus malins, que la réalité. Voilà, que ce qu'ils étaient réellement. Tu t'as compris, je peux le reformuler si tu veux. C'est quoi? Est-ce que c'était une contrainte, ça aussi, pour vous, de faire attention à ne pas faire sembler la narratrice plus maligne avec votre regard aujourd'hui du 21e siècle? That's a very good question. Maybe I wanted to have a writer who was more wise than me. Yeah. Certainly she has a wiser voice than mine. Her books are very clear, very quiet. My books are not quiet. And they don't seek that sort of serenity. That's not what they're looking for. They're looking for disturbance somehow. So I always wanted to be a serene writer. I just didn't have the choice. And those books, the serene books, can sell really well. As you know, that's also the case. Become very popular. I had absolutely no problem inhabiting the character of this, or the age of this writer. She's 10 years older than I am. And I suppose I am the youngest of 5 siblings, so something about their lives was available to me in a way that I could be interested in. It was really interesting what your older siblings are doing. So that interest made them somehow kind of useful to me or available to me. I had no problem
It's really odd when you start writing a book that maybe 3 months into it you realize exactly where you are in terms of chronologies. You know where the book can start anywhere, the last 4 centuries. Maybe you could go back, you can go forward, but you know exactly where you are. You know the feel of almost the day, and it's different for each book, and it's somehow instinctive and mysterious and incontrovertible. There is nothing you can do about it. So there I was writing as Nora. She's 10 years older than me, and I knew exactly what I had to do. I knew exactly how that felt, and I knew that her problems are different to mine and different to someone 10 years younger again. Some of it is socioeconomic. I have a young character in my next book, which is coming out in the autumn, and her economic circumstances are so different that it actually makes for the story different as well. Yeah. It just seems like people 10 years older than me had an easier time economically. It was a more easygoing generation. But that wasn't the reason why it happened that way. I have no idea why it happened that way. Alors c'est une bonne question. Peut-être, enfin, elle en tant qu'écrivaine, elle est clairement plus sage que moi. En tout cas, elle a une voix plus sage aussi que la mienne. Elle écrit aussi des livres sans doute plus clairs que les miens. Moi, je ne cherche pas la sérénité, mais plutôt les turbulences. En fait, dans mes livres, j'aimerais être une écrivaine sereine, mais parce que bon, les livres pleins de sérénité se vendent plutôt bien, mais bon. En tout cas, c'est pas mon cas, mais j'ai absolument eu aucun problème en fait à écrire ce personnage. Elle a certes 10 ans de plus que moi, mais bon, je savais exactement où j'allais. Par exemple, après 3 mois passés à écrire le livre, voilà, moi je sais toujours à peu près où j'en suis dans ma chronologie. Je sais exactement ce que ressent le personnage. Je sais au jour près en fait où on se situe, et c'est à chaque fois pareil dans tous mes livres. Donc Nora a 10 ans de plus, et je savais exactement ce que j'allais faire. Je savais aussi qu'elle aurait des problèmes peut-être un peu différents des miens. Et par exemple, dans mon prochain livre, il y a un personnage cette fois qui est plus jeune et qui vit donc dans des conditions économiques qui sont différentes des miennes. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas à l'époque, on était quand même dans un contexte économique un peu plus favorable, et donc c'est d'autres types de questions qui se posaient. À un moment donné, vous parlez de la possibilité du sadisme. À la naissance des mots, vous dites « The possibility for sadism in the place where words are born ». C'est un regard assez singulier sur l'écriture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous voulez dire par là, le côté d'être sadique quand on écrit? That's the kind of thing that if I could explain it, I wouldn't have written it so concisely. But it has something to do with what I said earlier about writing as possession or as murder. I think there is a quote from Slavoj Žižek about Lacan. I mean, it's a Lacanian kind of idea that to name something is to conjure its absence. So if you put it on the page, that's one thing. It is to conjure its absence, which isn't quite sadism when I think about it. But I do when I'm writing, just between ourselves. Sometimes, you slow down, you get very kind of hypnotized and very tranced and very forensic, like really forensic, really detailed. And I realize after, because I'm working on these books for years, that sometimes I have to just go, oh no, that's too cold. That's too cold. That's too accurate. Nobody needs that accuracy here. And so I'm very, it's more or less a narcissistic construct, and these things contain such possibilities for coldness.
And there are some writers who write very beautifully, whose coldness I find terrifying now. I mean, if you look at Nabokov was one of my early heroes, and the beauty of his prose was very inspiring to me. But you just see where it's going wrong right there, you know. So that's interesting. I think for it should be interesting for artists every time, you know. Unless you're the kind of chaotic sort of artist who just goes, blah, I'm writing, it's brilliant. Or, you know, which I'm not. I'm much more. That's what I am. Alors si c'était quelque chose que je pouvais expliquer, je crois que j'aurais jamais réussi à l'écrire de façon si concise. Je pense que ça a à voir avec quelque chose que j'ai dit plutôt quand je parlais de l'écriture comme possession ou comme meurtre. Et je me souviens d'ailleurs d'une citation de Slavoj Žižek à propos de Lacan qui disait que nommer une chose, c'était faire ressortir son absence. Et donc effectivement, conjurer quelque chose sur la page, c'est faire ressortir son absence. Alors, bon, le rapport avec la question du sadisme, en tout cas, je sais que parfois dans mon écriture, j'ai cette impression comme de ralentir, une impression d'hypnose, de transe. Je deviens en plus, je mets énormément de détails, et puis tout d'un coup, je me dis mais c'est beaucoup trop réel, c'est trop froid, c'est trop précis. Personne n'a besoin d'autant de précision. Donc bon, c'est en tout cas une construction, c'est plus ou moins une construction narcissique qui laisse entrevoir la possibilité d'une certaine froideur, et certains auteurs, je les trouve absolument magnifiques pour ça, cette capacité à être beau dans leur froideur. Et je pense notamment à un auteur comme Nabokov, que j'apprécie énormément pour ça. Mais ça devrait toujours être une question, en tout cas très intéressante pour les artistes, et une question qu'ils doivent se poser, à moins d'être un artiste complètement chaotique qui se dit bon bah voilà, j'écris, moi je suis plus. So you can warm it up with morality. Okay, that's one way to do it, to cure the Nabokov problem. But you can also put heart in there as well. So you can warm it up with, you know, attachments and a kind of forgiveness, I suppose, or connection. You can be nice. You can also be nice. Alors, faut peut-être réchauffer tout ça avec un peu de moralité. Je sais pas, peut-être que ça solutionnerait le problème de Nabokov, ou alors avec de l'attachement, du pardon, de la connexion. Les choses peuvent être agréables aussi. À un moment donné, je vais encore vous citer, vous dites quelque chose que je trouve très intéressant. Vous parlez d'un certain Marc, avec qui la narratrice vient d'avoir un rapport sexuel. Vous dites: Marc était si splendide qu'on y aurait passé la journée. Vraiment. Même si cela ne débouchait pas toujours sur un orgasme. Mais je me perds en digression. Ou peut-être pas. Peut-être que c'était ce que j'avais envie de raconter depuis le début. Là, ce qui m'intéresse, c'est la manière que vous avez de dire que... Comment dire, le plan de travail, le plan de narration que vous aviez était peut-être pas vraiment celui que vous aviez en tête, parce que est-ce que ce que l'écrivain désire raconter à son lecteur peut apparaître à lui subitement, d'un coup, au fil du texte? Vous voyez ce que je veux dire? Oh, appear. Yes, that can happen. Yes. Yes, I mean, I think not so much in this book, but in previous books of mine, I'm very interested in both the mechanism of revelation and the actual, what is actually revealed, you know? So what is unconsciously revealed, or, you know, what is in the control of the writer to reveal, and what's really being said. It can be a very different thing. And it's one of the reasons that plots can be annoying. Because they feel a bit fake, you know. So I'm always interested in getting rid of the fake book and writing the real book.
And so I'm always interested in what's under the talk. And you talk and talk and say, no, that's what it was really about. Because that's also your esprit d'escalier, you know. That's, you walk out the door and say, I knew that all along. And that's the way our minds work. So particularly with, say, The Gathering, which was very deeply interested in that subject, I suppose. The subjects that are taboo in some way, and they're not always sexual, you know, the taboo subjects, but they can be. That's one way, you know, I mean, if you knew what they were, but that's another conversation. So she's saying, yeah, maybe I was bored in bed. Maybe that was the problem all along. But of course, being bored in bed means being bored, you know, there's a reason for that too. So it came down to a single factor for her, and she was just being funny then. So Revelation is a joke, no? It's a joke. Alors, oui, je dirais peut-être, alors pas tellement dans ce livre, mais dans d'autres livres que j'ai pu écrire précédemment, je m'intéresse beaucoup au mécanisme de la révélation et ce qui est effectivement révélé, ce qu'on peut révéler inconsciemment au-delà de ce qui est dit ou de ce qui est écrit, qu'est-ce que l'auteur révèle effectivement ou pas. En tout cas, je trouve que les intrigues peuvent être extrêmement ennuyeuses parce qu'elles sont fausses, parce qu'elles sont creuses. C'est une construction. Je m'intéresse toujours à ce qu'il y a derrière les mots, à ce qu'il y a entre les lignes, c'est ou faire imaginer d'un seul coup, à révéler quelque chose à mon lecteur qui pourrait se dire aussi, mais ça je m'en doutais, je l'ai toujours su. Et alors particulièrement dans le roman The Gathering, je me suis vraiment intéressée à ce sujet, aux questions aussi du tabou, alors qu'ils ne sont pas forcément toujours des tabous sexuels, qui peuvent l'être bien sûr, mais pas toujours. Alors effectivement là c'est une des révélations qu'a le personnage, c'est que peut-être effectivement elle s'ennuie au lit, et ça lui vient comme une révélation. Elle décide en fait d'en rire et d'être drôle à ce sujet-là. Donc peut-être que la révélation en fait c'est une histoire drôle. But you know, revelation often happens as a joke, particularly you know, in black humor or dark humor, where you say, well, I'm glad, you know, he looks like a murderer. That's a kind of joke. Do you know what I mean? About but that's how our unconscious fears are expressed, and sometimes our very good instincts are expressed. So in Ireland growing up, and the idea that the priests, the Catholic Church, there were many jokes about priests. It was all funny until I was about 15 years of age. So these jokes were the truth all the time, in a way that neither could be, you could hear it, but you didn't have to do anything about it. So it's a really good mechanism, a joke. Yeah. Alors les révélations se présentent à nous souvent sous forme d'histoires drôles, et c'est notamment le cas avec l'humour noir. Ça révèle aussi nos peurs inconscientes. C'est l'expression de peurs inconscientes, ou aussi de bons instincts. Parfois, c'est moi, je sais qu'il y a énormément de blagues en Irlande sur l'Église catholique, sur les prêtres, etc. Elles sont toutes drôles en soi, et il y a toujours une part de vérité aussi. C'est ce qui compte, c'est aussi de donner une part de vérité. On les entend, on en rit, même si on ne peut rien y faire. Mais c'est en cela aussi que l'histoire drôle est un bon mécanisme, gérer les choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Bon, on va arriver au moment où on va devoir s'arrêter, mais peut-être qu'avant, certains d'entre vous dans le public ont des questions à poser à Anne Wright. Je peux faire passer le micro si jamais vous avez des problèmes de voix. You spoke about
inhabiting Nora in order to write her. And I'm wondering if your background in performance you think it has some effect on how you write? I mean, other than obviously giving you source material for this and making your audiobook an absolute joy. Oh, thank you. But is writing a character like playing a character? Alors vous parliez tout à l'heure d'habiter vos personnages. Je me demandais si votre parcours vous-même aussi dans la télévision, le cinéma et le fait que vous ayez vous-même ayez déjà joué des rôles, ça vous inspirait aussi. Est-ce que écrire un personnage, c'est comme jouer un personnage sur scène? So I get a little bit annoyed with my writing because it becomes a little bit mannered if I perform it too much, and there are too many rhetorical tricks. So I have to take it down. It just annoys me if I'm performing too much on the page. But to the music question, I don't know if you know late Glenn Gould when he was playing the piano and he'd be playing Bach and he'd start singing it in the middle. So so I sometimes do vocalize when I'm writing. So a little vocalization goes on, and it's not a very still activity. You can be very. Yeah, I might move around. I might walk around. That kind of way. But these issues of being inhabited or inhabiting are really difficult to disentangle. I wouldn't be able to say it definitively. Whether I did experience one of my narrators as a kind of a possession. I came down to the kitchen when I was writing The Gathering, and Veronica, the narrator of that book, is in a very dark place. And I looked at my husband and I thought he had done something to me. And then I thought, no, that was a dream. I must have had a terrible dream about him. And then I realized it was Veronica. It was my narrator was still thinking for me. And so it's too easy. It's like a dream self. It's too easy to say inhabited. It's like something. It can be. When I say that now, that was a bit creepy. But usually it's not creepy. Alors parfois je suis un peu gênée par ma propre écriture parce que je trouve qu'elle devient presque un peu trop maniérée si je joue un peu trop sur ce que j'écris et j'utilise trop de trucs, trop de tours de passe-passe, donc ça par contre je suis un peu comme Lynn Glenn Gould, le pianiste qui fait ses gammes et qui s'entraîne. Il y a ce côté de faire des vocalises en fait. Ma manière d'écrire est pas statique du tout. Ça m'arrive de marcher, de faire les 100 pas. Donc je sais pas trop si c'est mes personnages qui sont habités ou moi qui habite mes personnages. J'ai parfois l'impression d'une espèce de possession. Ça c'est vrai. Je me rappelle un soir comme ça, je suis descendue dans la cuisine et j'étais en train d'écrire un livre où la narratrice Véronica était dans un endroit un peu étrange et j'avais l'impression d'avoir fait un espèce de rêve affreux au sujet de mon mari, et finalement quand je suis revenue à moi je me suis rendu compte que non, en fait c'était ce que Véronica elle-même venait de vivre. Donc et d'ailleurs je trouve ça un peu étrange, un peu bizarre ce que je suis en train de vous raconter là, mais Bon, on va essayer de garder un petit moment pour des dédicaces. Pour ceux qui le souhaitent, Anne Enright se prêtera à l'exercice avec plaisir. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne Enright. C'était un vrai plaisir. Merci bien, merci. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival Le Marathon des mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023.
Réalisation Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.